L'histoire commence à Shanghai. Dans une pièce calme, une femme aux cheveux bleu-vert, Zhan Wangshen, allaite son nouveau-né. Elle dit à son bébé, Shen Shen, qu'il a de la chance de simplement manger et dormir, souriant que même si elle perd le sommeil à cause de lui, ça vaut la peine s'il grandit en bonne santé. À son insu, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et a la conscience de sa vie antérieure. Pendant qu'il tète, il remarque que son cerveau n'est pas complètement développé, mais il est conscient. Un écran de statut bleu semblable à un jeu apparaît, l'identifiant comme Lin Zishan, 33 ans, avec un niveau biologique de niveau 1 ordinaire. Il réalise qu'il a une capacité de triche spéciale. À 3 mois, Lin Zishan est dans son berceau tandis que ses parents, Zhan Wanqian et Lin Yansheng, le regardent. Son père remarque à quel point le bébé semble doué physiquement, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes ou au moins un cyborg. Pendant qu'il parle, Lin Zishan donne des coups de pied. Une notification du système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, lui accordant l'attribut biologique utilisé et avancé. Cette compétence permet à toute partie de son corps qui l'entraîne de devenir infiniment plus forte dans les limites à base de carbone. Il sent sa force grandir et se demande ce que son père voulait dire par fusionneur de gènes et cyborg imaginant des super-héros. À 4 mois, Lin Zishan a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter d'effrayer ses parents avec son développement anormalement rapide, il s'entraîne uniquement la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois, il maîtrise la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents sans que cela paraisse trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur les bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lin Zishan comprend que ce monde est très différent de son ancien. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique, où les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique, où les humains fusionnent leurs gènes avec des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leurs propres pouvoirs. Réalisant les dangers, le Lin Zishan réincarné décide d'utiliser son système pour grandir en toute sécurité, faire évoluer ses capacités tout en restant discret et survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette retentit. Zhan Wanxian ouvre la porte à une femme en robe bleue, Shu Meng, leur nouvelle voisine. Shu Meng présente sa famille, son mari Shen Jiani et leur jeune fille Shen Xingan qui sert une poupée. Lin Zishan regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît Shen Xingan comme sa première amie dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe et Lin Zishan se consacre à l'entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence d'utilisation et d'avancement, il a maîtrisé la course, le saut et le langage de base en se parlant, gagnant des points de statistiques pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé jusqu'à faire des redressements assis et des pompes dans son berceau. Il prend soin de ne pratiquer que lorsque ses parents ne sont pas là. Mais un jour, sa mère, Zhan Wanxian, entre sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des redressements assis. Elle se frotte les yeux, incrédule. Cependant, étant une auteure de romans en ligne, elle rejette cela comme une hallucination induite par le stress. Lin Zishan fait immédiatement semblant de dormir, poussant un soupir de soulagement et notant mentalement d'être plus prudent. Quelques jours plus tard, en lui donnant un bain, Zhan Guangxin fait une autre découverte choquante. Elle appelle son mari, Lin Yansheng. Quand il se précipite, elle souligne que leur fils de 8 mois a des abdos définis. Lin Yansheng est stupéfait. Il suggère avec enthousiasme que leur fils pourrait être un prodige exceptionnel avec un avenir brillant en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. En entendant ce récit de génie, Lin Zishan est soulagé que son secret soit en sécurité, réalisant à quel point il a de la chance d'avoir 2 auteurs de romans en ligne pour parents. Lin Zishan réfléchit au fait que sur cette terre mutée, il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille d'arts martiaux qui peut soulever un haltère de 20 kg d'une seule main. Zhan Yuanshan serre son fils contre elle, déclarant fièrement que son Shanshan est tout aussi incroyable. Lin Zishan est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il pourra également soulever 20 kg quand il aura 2 ans. Au moment où Lin Zishan a 2 ans, son entraînement a porté ses fruits. Il a gardé un profil bas tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans la pièce de stockage. Sa session est interrompue lorsque sa mère appelle que Hanan, le surnom de Shen Qing'an, est là pour jouer. Surpris, il pose le poids et sort. Il ouvre la porte et trouve Shen Qing'an, maintenant aussi âgé de 2 ans, lui offrant une tartelette. Lin Zishan remarque intérieurement qu'en raison de leurs différents âges mentaux, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est un bambin typique, il utilise chaque instant pour s'entraîner. Il a trouvé une façon unique de passer du temps avec elle. Puisqu'elle aime rester près, elle sert de gilet lesté sur mesure parfait pour ses exercices. Il y a cependant un problème récurrent, dont il se souvient quand il sent une chaleur humide et crie que Hanan a encore fait pipi sur lui. Une autre année passe. À l'âge de 3 ans, la force de Lin Zishan a augmenté de façon exponentielle, et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision,
il voit un reportage sur un prodige de 4 ans soulevant un haltère de 30 kg et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système indique toujours son niveau biologique comme niveau 1 ordinaire. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le niveau 2. Avec ces questions en tête, il sort de sa maison pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste étonnant avec des hommes bêtes et des cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leurs voisins, Xuman et Shen Qingyan, il se dirige vers la bibliothèque. Puisque ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère le dirige vers la section pour enfants, mais Lin-Zishan se dirige vers les encyclopédies avancées avec un Shen Qingyan inquiet qui le suit. Les mères regardent avec confusion. Shu Meng demande pourquoi il aime ses livres, et Zhan Wangxin devine que ce sont ses gènes de génie. Alors que Shen Qingyan lui offre des biscuits, Lin-Zishan est absorbé par sa lecture. À travers les livres, il apprend que toute vie est classée en 6 niveaux biologiques, ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun divisé en 9 niveaux. Il se rend compte que les humains normaux comme ses parents sont en bas, niveau 1 ordinaire, aussi insignifiants que des fourmis par rapport aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance allume un feu sous Lin-Zishan. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système l'alerte d'une nouvelle quête. Lire 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Excité d'entraîner à la fois l'esprit et le corps, il accepte. Pour l'année suivante, Lin-Zi peut partager son temps entre l'entraînement physique et une lecture vorace. À 4 ans, Shen Qingyan et lui entrent à la maternelle, en tenant la main de leur maîtresse, Zhang Mei. Son travail acharné finit par payer. Peu après la rentrée, il passe au niveau 2 ordinaire. Sa force physique est immense. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter en hauteur à 1,2 m et courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Des stats exceptionnels pour un adulte, et encore plus pour un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants autour de Shen Qingyan qui pleurent, la traitant de pisseuse. Voyant son ami se faire harceler, il sait qu'il doit agir. Il saute de façon spectaculaire au milieu des harceleurs. Il les foudroie du regard et lance une menace terrifiante. Si quelqu'un embête encore Anan, il fera pipi dans son lit tous les jours. La menace enfantine mais menaçante fonctionne. Les harceleurs fondent en larmes, jurant de ne jamais revenir à la maternelle. Shen Qingyan regarde son protecteur avec admiration. Cet acte débloque un nouveau succès, le titre de roi des enfants de la maternelle, et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Ayant lu 100 millions de caractères, il reçoit la racine céleste de la sagesse, lui accordant une mémoire eidétique parfaite et une capacité d'apprentissage humaine maximale. Le temps passe vite, et Sun et Shen Qingyan ont presque 7 ans, posant pour leurs photos de fin d'études de maternelle. Même pendant les vacances, Lin-Zishan ne se repose pas, étant maintenant assez fort pour s'entraîner avec une barre massive de 200 kg. Pendant les vacances, ses capacités ont atteint de nouveaux sommets. Il pouvait sauter au-dessus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes au 100 mètres avec un temps de 7 secondes et 98 centièmes. Son esprit était tout aussi vif, stimulé par son nouvel attribut. Il avait déjà terminé la majeure partie du programme de l'école primaire. Sa nouvelle vie a commencé à l'école primaire Sunshine. Comme il étudiait déjà lui-même des matières avancées, les compétitions académiques étaient faciles. Il a facilement remporté la première place à la compétition académique nationale des écoles primaires juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qingyan. Bien qu'elle n'ait pas un talent exceptionnel, elle était assidue. Avec son aide, ses notes se sont considérablement améliorées. Et après un semestre, elle était classée 2e de la classe, Lin-Zishan occupant la première place. Pour accélérer sa quête, il a également participé à des rencontres sportives scolaires, battant tous les records. Juste au moment où il pensait que sa vie scolaire continuerait dans cette routine prévisible, une nouvelle élève de transfert spécial est apparue. La maîtresse a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Beishui. Lin-Zishan a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, il pouvait sentir une faible aura inhabituelle qui n'appartenait pas à un humain normal. Alors que la nouvelle élève de transfert, Beishui, se dirige vers une place, les autres élèves la regardent avec curiosité. Shen Qingyan se penche vers Lin-Zishan, qu'elle appelle Xiao Shen, et lui chuchote à quel point les cheveux de Beishui sont jolis, comme des flocons de neige d'hiver. Cependant, Lin-Zishan n'est pas d'humeur à discuter d'esthétique. Alors que Beishui s'assoit près de lui, il se concentre sur l'étrange aura non humaine qu'il sent émaner d'elle. Il se demande si elle pourrait être une fusionneuse de gènes ou la descendante d'une telle personne. Dans les jours qui suivent, Baeksu se révèle être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès que le cours se termine, restant immobile. Elle se lève à peine pour aller aux toilettes. Au début, les élèves sont curieux, prenant même des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent tout intérêt, et la salle de classe reprend sa routine. Cette paix est brisée plus d'1 mois plus tard. Un phénomène bizarre commence.
Bae-shui commence à sécréter un liquide blanc visqueux. La substance a une odeur fétide et coule sur ses vêtements et ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de l'odeur terrible. Un garçon mesquin ricane un commentaire grossier sur le liquide, puis verse sa bouteille d'eau sur sa tête, prétendant qu'il la lave. Humilié et trempé, Bae-shui serre le poing sur le bureau, et des larmes coulent sur son visage alors qu'elle commence à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les harceleurs éclatent de rire cruellement face à sa détresse. Observant depuis leur pupitre, Shen Qing'an se tourne vers Lin Zishan avec une expression inquiète, lui demandant s'ils peuvent aider la pauvre Bae-shui. Lin Zishan est confus. Il avait senti que Bae-shui était dangereuse, il ne comprend donc pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. Alors qu'il se dirige vers les harceleurs, il réévalue son évaluation. Bien qu'il ne la comprenne toujours pas, il réalise que pour l'instant, elle n'est pas une menace. C'est juste une fille faible qui se fait harceler, et il doit intervenir. Lin Zishan s'approche du principal harceleur et l'attrape par le col, l'appelant par son nom, Guanshin. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau du bureau de Bae-shui. Guanshin est terrifié et balbutie qu'il va l'essuyer tout de suite. Les autres harceleurs savent qu'ils ont des ennuis. Lin Zishan est connu à l'école pour être doué à la fois en matières académiques et au combat. Même les élèves de 6e n'osaient pas le provoquer. Sachant qu'il vaut mieux obéir, ils attrapent rapidement des mouchoirs et nettoient le gâchis. Une fois le bureau propre, le regard de Lin Zishan balaie le groupe. Il ordonne à toutes les personnes impliquées de s'excuser immédiatement auprès d'elle. Les harceleurs, en sueur et terrifiés, obéissent rapidement. Ils s'alignent devant son bureau et baissent la tête, offrant des excuses et promettant de ne plus jamais la harceler. Les harceleurs étant partis, Bae-shui lève les yeux, toujours larmoyant. Elle remercie avec gratitude Lin Zishan et Shen Qing'an. Shen Qing'an pose une main réconfortante sur l'épaule de Bae-shui, lui disant que les camarades de classe sont censés s'entraider. À partir de ce jour, Shen Qing'an se donne pour mission de se lier d'amitié avec la fille silencieuse aux cheveux blancs, traînant toujours Lin Zishan avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qing'an est particulièrement gentille, partageant toujours ses collations les plus savoureuses avec Bae-shui en premier. Au cours d'un de ces moments, alors que Shen Qing'an lui offre une gâterie, Bae-shui hésite. Elle les regarde et leur demande s'ils ne sont pas dégoûtés par elle parce qu'elle sent si mauvais. Elle s'excuse de ne pas leur avoir fait confiance, mais depuis qu'elle est petite, tout le monde l'a toujours mise à l'écart. Que quelqu'un soit gentil avec elle lui semble si irréel qu'elle pense qu'elle doit rêver. Bae-shui lève les yeux, surprise, quand Shen Qing'an lui dit fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qing'an sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, donc elle ne serait jamais dégoûtée par elle. Elle déclare que tant que Bae-shui le veut, elles seront amies pour toujours, entraînant un Lin Zishan légèrement exaspéré dans la promesse. Submergé par l'émotion, Bae-shui serre fort Shen Qing'an dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage alors qu'elle les remercie de leur gentillesse. Après s'être ressaisie, elle leur dit qu'elle veut leur offrir un cadeau en retour. Elle tend un collier avec une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, espérant que ce sera un symbole de leur amitié. Shen Qing'an accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école alors que le soleil se couche, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, au moment même où leur nouvelle amitié se solidifiait, l'inattendu se produisit. Un jour, Shen Qing'an est stupéfaite d'apprendre que Bae-shui a été transféré hors de l'école. Lin Zishan le confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de retrait. Il se souvient de l'avoir observé depuis la porte du bureau du directeur. Il a vu Bae-shui avec le directeur et un grand homme intimidant avec des bras cybernétiques. Le directeur a assuré à l'homme que les papiers de Bae-shui étaient complets et que ses informations resteraient confidentielles. La rencontre a confirmé les soupçons de Lin Zishan selon lesquels l'identité de Bae Zishan n'était pas simple. À partir de ce jour, il n'a plus jamais revu Bae Zishan, se demandant ce qu'elle était devenue. Mais il note que les événements qui ont suivi ont vraiment capté son attention. Quelque temps plus tard, Lin Zishan est chez lui en train de masser les épaules de sa mère, Zhang Guangxin. Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée de frappe. Lin Zishan note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnelles, grâce à sa racine céleste de sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un reportage important. Il présente une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lin Zishan reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génétique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant s'ils essaient de le transformer en influenceur. The Parent discute. Lin Yansheng explique que le garçon est issu d'une famille d'arts martiaux millénaires, il est donc probable qu'il dispose d'une technologie de fusion génétique avancée. Zhang Guangxin soutient qu'il est mal d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari rétorque que pour une telle famille, les intérêts familiaux passent en premier, ce qui lui vaut un sarcastique « tu sais tout » de sa femme. Pendant que ses parents se disputent, Lin Zishan est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kg. Maintenant, il peut soulever 500 kg, soit une augmentation de 5 fois. En comparaison,
l'Inziquin, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kg d'une seule main sans aucune fusion génétique. Il conclut avec un coup de poing confiant que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance montait en flèche, mais ce sentiment fut de courte durée. Le prochain reportage lui a appris le vrai sens de la peur. Les dernières nouvelles montrent une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une explosion massive. Le reportage indique que, d'après les images, l'attaque a été menée par des rats géants aberrants. L'écran montre des images horribles de rats monstrueux envahissant les ruines, capturant une femme hurlante dans leurs mâchoires massives, puis la dévorant brutalement. Le reportage continue, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque des rats aberrants, attisant les flammes depuis l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un responsable du pays Sakura dévasté implore l'aide internationale en expliquant que les hérétiques sont un culte obscur manipulant les bêtes. En regardant les nouvelles, l'Inzichan apprend que le culte est une organisation anti-humaine de commerçants qui servent les bêtes aberrantes pour leur propre profit. Il se sent soulagé d'être né dans un pays puissant et stable, lui offrant un endroit sûr pour devenir plus fort tout en se faisant discret. Ses pensées sont brisées par des bangs soniques à l'extérieur. Il se précipite à la fenêtre et tire le rideau pour voir un escadron de cyborgs lourdement armés voler dans le ciel nocturne. Il se demande pourquoi tant de personnes sont déployées, espérant qu'il ne se passe rien de grave. Le lendemain matin, tout semble normal. L'Inzichan attend Shen Qinggan qui arrive en courant, s'excusant d'être en retard. Alors qu'elle s'approche, il remarque quelque chose d'étrange. Le collier de croc de bête que Beishue leur a donné, maintenant porté par Shen Qinggan, émet une lumière bleue vive. Il se rend compte que le croc provient d'une bête aberrante et est la source de la faible aura non humaine qu'il avait ressentie chez elle. L'allure s'estompe aussi vite qu'elle est apparue, et les deux n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Cependant, entre les cyborgs et la réaction du croc, l'Inzichan sent que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Sur le chemin de l'école, une femme frappante aux longs cheveux roux vêtue d'une robe noire s'appuie contre un lampadaire en les observant. Elle commente à quel point ils sont adorables et se place devant eux en leur demandant s'ils sont frères et sœurs. Shen Qinggan la corrige fièrement en expliquant qu'ils sont les meilleurs amis d'enfance. La femme sourit pensivement, remarquant à quel point elle aimerait avoir aussi un ami d'enfance. Puis son expression devient sinistre. Elle se penche, les yeux brillants, et demande pourquoi ils vont seuls à l'école et où sont leurs parents. Alors que Shen Qinggan commence à répondre, Lindsay peut rapidement lui saisir la main, la coupant. Il l'entraîne en disant qu'ils vont être en retard, laissant derrière elle la femme mystérieuse. Une fois à une distance de sécurité, il gronde doucement Shen Qinggan, lui rappelant de ne pas parler aux inconnus. Elle hoche la tête. Après l'école, l'Inzichan les conduit à travers une ruelle déserte. Shen Qinggan commente nerveusement à quel point c'est effrayant. L'Inzichan explique que la zone est prévue pour la démolition et que tout le monde a déjà déménagé. Leur promenade est interrompue par une voix familière. La femme aux cheveux roux du matin apparaît, commentant qu'ils sont enfin sortis de l'école. Shizno Talon. Un grand homme musclé nommé Sheng est avec elle. La femme dit à Sheng qu'elle a les enfants ici. L'Inzichan est alarmé. Il avait délibérément choisi un itinéraire différent, mais elle les avait en quelque sorte suivis. La femme essaie de les attirer avec une voix douce, leur offrant des friandises. Son complice, Sheng, s'impatiente. Il lui dit d'arrêter de parler et d'assommer les enfants pour en finir. Sans un mot de plus, Sheng se précipite vers eux avec un tissu, criant qu'il est pressé de les vendre contre de l'argent. Alors qu'il se rapproche, l'Inziquin pousse Shen Qinggan hors de son chemin et se prépare à l'affronter. Il serre le poing et lance un coup de poing puissant de toutes ses forces. Le coup atteint directement le visage de Sheng, arrêtant l'homme plus grand dans son élan. L'immense force envoie Sheng voler en arrière dans l'allée avec un cri de douleur. La femme aux cheveux roux regarde avec une incrédulité totale, choquée qu'un écolier puisse envoyer un adulte voler. Au sol, Sheng crache du sang, abasourdi. Sheng étant à terre, l'Inzichan se tourne vers la femme aux cheveux roux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui donne un solide coup de poing au milieu du corps, suivi d'un puissant uppercut qui la rend inconsciente. Debout au-dessus des kidnappeurs vaincus, son expression se durcit. Il ramasse une brique à proximité, ses intentions sont sinistres. Il se dit que sans caméra dans l'allée déserte, il doit en finir avec eux. S'ils vivent, ses pouvoirs surhumains seront révélés, ruinant son plan de se faire discret et de devenir plus fort. Juste au moment où il est sur le point de porter le coup final, le sol tremble violemment. Un puissant tremblement de terre secoue l'allée, les prenant au dépourvu. Un instant plus tard, une énorme main griffue fracasse le mur d'un bâtiment voisin. Un monstrueux rat aberrant géant émerge de la poussière et des décombres et les domine. La bête ignore les enfants et se penche sur la femme inconsciente, mais au lieu de la dévorer, elle la décapite d'un rapide coup de griffe. Le rat ramasse ensuite sa tête coupée alors que Shen Qinggan hurle de terreur. Reconnaissant le danger, l'Inzichan prend Shen Qinggan horrifié dans ses bras. Il lui dit que c'est un rat aberrant géant et qu'ils doivent se mettre en sécurité. Il se tourne et s'enfuit en courant, la portant pendant qu'il s'enfuit. Alors qu'il s'échappe, un éclair rouge et or traverse le ciel. Une cyborg avec des cheveux blonds et des oreilles de lapin attachées à son casque plonge dans l'allée. Elle se déplace à une vitesse incroyable, un flot de mouvement alors qu'elle dépasse le rat en un éclair. Shen Qinggan, regardant par-dessus l'épaule de l'Inziquin, s'exclame à quel point le cyborg est incroyablement rapide.
Le cyborg atterrit gracieusement derrière le monstre. Face au rat, la cyborg se prépare à attaquer. Son gantelet brille lorsqu'elle charge son arme et annonce une fumée anesthésique. Elle tire des projectiles sur le monstre, provoquant d'énormes explosions qui secouent l'allée. L'Inzichan protège Shen Qing'an de l'explosion. Le rat aberrant est pris dans les explosions enflammées, rugissant de douleur, et est étourdi par la fumée anesthésique. Voyant son ouverture, le cyborg se précipite et achève la bête affaiblie dans un tourbillon de coups. Plus tard, l'Inziquin regarde un reportage sur l'incident à la maison. Il analyse le combat en concluant que le niveau de puissance du cyborg n'est probablement pas très élevé. Il en déduit qu'elle a dû d'abord affaiblir le rat, et qu'il lui a quand même fallu 7 minutes pour le tuer. Il réfléchit au danger des rats aberrants géants, sachant que ce sont des créatures résistantes qui peuvent atteindre plus de 10 mètres de long et atteindre le 5e niveau ordinaire. Heureux qu'il se soit échappé indemne, l'incident lui rappelle les dangers du monde. Il décide d'intensifier son entraînement pour se protéger et protéger ceux qu'il aime. On le voit plus tard dans son espace d'entraînement en train de faire des squats lestés avec une barre lourde, son système le récompensant avec des points. Bien que la menace des rats aberrants plane, la vie continue. Bientôt, lui et Shen Qing'an célèbrent leur 9e anniversaire avec les deux familles autour d'un grand gâteau. Après avoir fait des vœux, ils échangent des cadeaux. Grâce à sa racine céleste de sagesse, l'Inzichan avait appris à sculpter en une nuit et avait fabriqué une épingle à cheveux en bois complexe pour Shen Qing'an. Elle est folle de joie, la place dans ses cheveux et s'exclame à quel point elle l'aime. Le temps passe vite, et bientôt l'Inzichan et Shen Qing'an obtiennent leur diplôme de l'école primaire et commencent l'école secondaire. Alors qu'ils partent, son système l'informe qu'il a terminé le succès de dominer 9 années d'enseignement obligatoire, débloquant les titres de roi des enfants de maternelle et de chien de tête de l'école primaire. Il est ravi de débloquer ensuite le titre de suzerain du collège, qui lui accordera l'attribut de la survie du plus apte. Pendant la pause, il s'en tient à un régime d'entraînement de haute intensité. Son entraînement comprend 1000 pompes avec un énorme rocher sur le dos, lui accordant d'énormes améliorations de statistiques. Son travail acharné porte ses fruits. Juste avant le début de l'école, après une course de 10 km, son système annonce que son niveau biologique a franchi le 3e niveau ordinaire. Ses attributs physiques ont augmenté de façon spectaculaire. Il peut maintenant soulever 700 kg d'une seule main, a un saut vertical de 4 mètres et peut courir le 100 mètres en 6 secondes. Alors que sa puissance augmente, il se demande quel niveau a atteint le prodige de Kyoto. Par coïncidence, un reportage passe à la télévision la veille de la rentrée scolaire. Le reportage révèle que le prodige, maintenant âgé de 14 ans, a fusionné avec des gènes de fourmis géantes et peut soulever un bloc d'alliage de 2000 kg d'une seule main. L'Inzichan calcule que puisque les gènes de fourmis géantes augmentent la force d'un facteur 4 à 8, la véritable portance du prodige sans l'amélioration génétique n'est que d'environ 500. Cela signifie que l'Inzichan est toujours fondamentalement plus fort. Il sourit, imaginant à quel point il deviendra puissant avec la future fusion de gènes. Le lendemain, l'école secondaire commence. Parce qu'il était le meilleur élève de la ville, tous les meilleurs collèges ont essayé de le recruter. Il a accepté l'invitation du collège de Shanghai, mais seulement si Shen Qing'an pouvait être dans sa classe. Lors de l'inscription, ils sont accueillis par le directeur et leur nouveau professeur principal qui exprime à quel point ils comptent sur lui. Après quelques plaisanteries, il trouve une excuse et part avec Shen Qing'an. La vraie raison pour laquelle il a choisi le collège de Shanghai était pour ses excellentes installations sportives. Ils avaient prévu de jouer au badminton sur le terrain de l'école avant le début officiel des cours. Sur le terrain, une Shen Qing'an excitée dit à l'Inzichan, Xiaoshan, il devrait commencer. Elle sert avec une flouriche, appelant sa balle courbe d'effet. L'Inzichan attrape facilement le volant en plein vol, mais leur jeu est interrompu. Un groupe d'élèves plus âgés s'approche, et leur chef avec une casquette à l'envers s'empare du volant, les informant que le terrain est réservé. Ses amis ont offert de manière moqueuse de laisser Shen Qing'an rester et s'entraîner avec eux. Shen Qing'an tient bon, leur disant qu'ils doivent suivre les règles, et ils étaient là en premier. L'Inzichan, les voyant s'approcher trop près de Shen Qing'an, intervient avec une expression froide. Il leur dit de s'éloigner d'elle et leur rappelle la règle du premier arrivé, premier servi. Le chef ricane, déclarant avec arrogance qu'il prend le terrain. Le chef tient le volant et le lance en l'air, mais avant qu'il ne puisse servir, l'Inzichan bouge. Il déclare qu'à partir de maintenant, ces règles sont les seules qui comptent. Avec une poussée de puissance, il saute et fracasse le volant avec une force incroyable. Le volant traverse le terrain comme une fusée, un flou blanc. Il se déplace si vite que le chef a à peine le temps de réagir. La force de l'impact brise sa raquette et fait voler sa casquette. Les élèves plus âgés sont sous le choc, en sueur et tremblants. Ils se demandent si l'Inzichan est humain, et s'il est un hybride génétique. L'un d'eux remarque avec terreur que si le tir avait été légèrement décalé, la tête de leur chef aurait été emportée. Complètement intimidés, les élèves plus âgés s'inclinent profondément pour s'excuser. Ils disent à l'Inzichan qu'ils comprennent les règles maintenant et qu'ils vont partir immédiatement. Ils prennent alors la fuite à la hâte. Peut-être à cause de la propagation de l'incident, personne n'a plus jamais osé intimider l'Inzichan ou Shen Qing'an. À part le fait d'être plus grande avec de meilleures installations, leur nouvelle vie scolaire était sensiblement la même. Sur le plan scolaire, l'Inzichan était très en avance,
ayant terminé le programme du collège depuis longtemps. Pendant les cours, il lisait des livres intéressants pour passer le temps. La nuit, après les entraînements, il utilisait sa racine céleste de sagesse pour acquérir de nouvelles compétences en ligne, en s'essayant rapidement à la cuisine, la photographie, la conduite, la natation et divers sports. Pour débloquer le titre de suzerain du collège, il ne s'est pas contenté de se classer premier dans toutes les matières. Il a également représenté l'école dans des compétitions nationales. Il se tenait au milieu d'une montagne de trophées. Pour rester discret, il faisait attention à ne pas gagner la première place dans toutes les compétitions. Un semestre s'est écoulé et le titre ne s'est toujours pas débloqué. Cependant, ses performances lui ont valu de nombreuses fans qui ont laissé des piles de lettres d'amour sur son bureau. Il les ignorait. À part donner des cours particuliers à Shen Qinggan, il se concentrait sur le prochain festival sportif de l'école. Il pensait que s'il le dominait complètement, il devrait enfin débloquer le titre. Pour le festival, il ne s'est inscrit qu'à 3 épreuves, le lancer du poids, le saut en hauteur et le sprint, représentant la force, le saut et la vitesse. Il a réalisé un lancer étonnant de 201 mètres au lancer du poids. Bien qu'il se soit retenu pour ne pas paraître trop surhumain, il a quand même facilement remporté la première place dans toutes ces épreuves. Alors qu'il était assis avec Shen Qinggan, admirant sa médaille d'or, il a senti une nouvelle vague de puissance parcourir son corps. Une notification du système est apparue annonçant que, comme ses réalisations avaient largement dépassé celles de tous les autres élèves, il avait débloqué le titre de suzerain du collège. Avec les 3 titres d'âge scolaire débloqués, la domination des 9 années d'enseignement obligatoire était terminée, et il avait obtenu le nouvel attribut biologique, la survie du plus fort. Alors que la puissance le traversait, il réalisa avec satisfaction que le titre s'était enfin débloqué. Alors que Lin Zishan et Shen Qingyan quittent l'école, il réfléchit à son nouvel attribut de survie du plus fort. Cette capacité permet à un prédateur de dévorer l'essence vitale d'autres créatures pour évoluer. Il se demande ce qu'est l'essence vitale, perdu dans ses pensées jusqu'à ce que Shen Qingyan lui demande d'attendre. Revenant à la réalité, il a une idée. Il demande à Shen Qingyan s'il peut lui emprunter son collier de croc de bête. Elle accepte et le lui donne. Au moment où ses doigts touchent le croc, une notification du système apparaît. Elle l'informe qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du papillon géant abyssal, débloquant un nouveau guide avec une progression de 1%. Une image spectrale d'un énorme papillon noir avec des yeux sur ses ailes apparaît autour de lui. Il est stupéfait de réaliser que le croc est une dent de papillon. Cette nuit-là, espérant en savoir plus, il recherche le papillon géant abyssal en ligne. À sa surprise, la recherche ne donne aucun résultat. Réalisant qu'il devra étudier cette bête exotique par lui-même, il se souvient que Bexu leur avait donné une paire de crocs. Il fouille dans son sac et trouve la deuxième dent. Tenant le deuxième croc, il absorbe une fois de plus sa puissance. Une autre notification du système confirme qu'il a dévoré une deuxième trace d'essence vitale, mais la progression du guide n'augmente que de 2%. Il regarde le croc avec déception, réalisant qu'il ne reste plus beaucoup d'essence vitale dedans. Il en conclut qu'il doit trouver un autre moyen de débloquer la pleine puissance du papillon géant abyssal. Le lendemain après l'école, pour améliorer son entraînement et assurer une voie d'évacuation rapide en cas de bêtes anormales, Lin Zishan commence à emmener Shen Qinggan à vélo à l'école et à en revenir tous les jours. Alors qu'il quitte l'enceinte de l'école, un homme l'appelle. Zishan, l'homme en survêtement, les arrête et se présente comme l'entraîneur Go de l'équipe d'arts martiaux de l'école. Il loue la performance de Lin Zishan à la rencontre sportive comme étant la meilleure de l'histoire de l'école. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'entraîneur Go l'invite formellement à rejoindre l'équipe, insistant sur le fait que son talent athlétique surpasse ses capacités académiques. Il exhorte Lin Zishan à dire oui, mais lui offre également du temps pour se renseigner sur l'équipe avant de se décider. L'entraîneur Go parle si vite et avec passion que Lin Zishan n'a pas l'occasion de dire non. Agitant au revoir pendant qu'il s'éloigne, l'entraîneur leur dit que l'équipe d'arts martiaux se trouve dans la salle C du gymnase et qu'il l'attendra s'il est libre de lui rendre visite le lendemain. Alors que le soleil se couche, Lin Zishan est de retour dans sa chambre, prêt à tester sa nouvelle capacité. Il frappe dans ses mains, écrasant un cafard et un moustique qu'il a trouvé. Il ouvre ses mains pour examiner les insectes morts, mais ne ressent aucune poussée de puissance. Il réalise que tuer de si petites créatures ordinaires n'a pas déclenché la compétence. Il en déduit que seules les bêtes puissantes ou exotiques possèdent suffisamment d'essence vitale pour être dévorées pour son évolution. Pour vérifier sa nouvelle théorie, Lin Zishan décide de visiter un supermarché qui vend de la viande de bête. Avec Shen Qingyan à l'arrière, il les emmène à vélo en ville. Ils arrivent bientôt dans un grand supermarché à plusieurs étages. À l'intérieur, ils se promènent dans les rayons, et Lin Zishan note que bien qu'il y ait beaucoup de viande de bête, elle est toute préemballée. Il sait qu'il ne peut pas tester sa théorie sans toucher la viande. Alors qu'il se sent frustré, il entend un boucher faire la publicité de viande de bête fraîchement coupée. Il aperçoit un comptoir avec un panneau indiquant viande de bête fraîche, non préemballée, propre à la consommation, où un boucher découpe de gros morceaux de viande. Disant à Shen Qinggan, confuse, d'attendre, il dit qu'il va jeter un coup d'œil à la viande. Il n'explique rien d'autre, désireux de confirmer ses soupçons, et se précipite vers le comptoir. Il tend la main et pose sa main sur une tranche de viande de bête fraîchement coupée.
Au moment où il entre en contact, une puissante vague d'énergie violette le traverse. Comme il le pensait, la viande de bête contient une forte poussée d'essence vitale. Il serre le poing avec excitation, un large sourire sur son visage. Shen Qing'an regarde, déconcerté, se demandant pourquoi il est si excité juste en touchant de la viande. Elle s'approche de lui avec un regard d'inquiétude confuse, lui demandant ce qu'il ressent au contact de la viande. Essayant de faire bonne figure, Lin Zishan dit avec désinvolture à Shen Qing'an, déconcerté, que la viande semble juste plus fraîche que la normale et lui demande si elle veut la toucher aussi. Elle agite frénétiquement ses mains et refuse, disant qu'il l'a suffisamment touchée pour eux deux. Ayant confirmé sa théorie, Lin Zishan décide d'acheter de la viande de bête pour essayer à la maison, surprenant Shen Qing'an. Il n'est pas surpris par sa réaction, sachant que la viande de bête est incroyablement chère. Même l'option la moins chère, le calmar fantôme, coûte près de 1000 yens par jean. Décidant d'opter pour le calmar, il prend un paquet. Shen Qing'an panique à cause du prix, lui disant que c'est trop cher et qu'il devrait d'abord demander à sa mère. Lin Zishan se contente de sourire et de lui tapoter la tête pour la rassurer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, inventant un mensonge selon lequel sa mère lui avait déjà dit d'en acheter beaucoup pour leurs deux familles. Un flashback montre sa mère, Zhan Yuanshan, acceptant joyeusement de préparer un festin. Intérieurement, Lin Zishan admet que si le partage fait partie de son plan, son autre raison plus importante est de vérifier s'il peut absorber l'essence de vie par la consommation, car il craint que l'absorption directe ne gâche la viande. À la caisse, il achète 3 paquets de calmar fantôme pour un prix exorbitant de 29,94 yens. La caissière le remercie. En partant, Lin Zishan pense au prix élevé de la viande, se demandant quand ils pourront se le permettre à nouveau. Quand ils ont fini de faire les courses, il est plus de 21 heures. Sachant que la ville est chaotique ces derniers temps, ils décident de rentrer directement chez eux pour se mettre en sécurité. Sur le chemin du retour, Lin Zishan n'arrive pas à cesser de penser à son expérience. Incapable d'attendre, il pose discrètement sa main sur le paquet de viande dans le panier. Il ressent immédiatement une vague familière d'énergie violette. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du calmar fantôme. Un nouveau guide pour la créature est déverrouillé, mais sa progression n'est que de 0,1%. Une image spectrale du calmar menaçant à plusieurs yeux apparaît dans son esprit. Alors qu'il traverse les rues tranquilles à vélo, il fait quelques calculs mentaux. Il se rend compte que dévorer une petite quantité de viande n'a débloqué qu'une fraction de sa puissance. Il estime qu'il aurait besoin de dévorer 100 jeans pour atteindre 100% sur le guide, ce qui coûterait la somme stupéfiante de 100 000 yens. Il considère la capacité spéciale du calmar à se dissoudre dans l'eau et à disparaître et décide que cette compétence puissante vaut le prix. Son cap est clair. Il doit gagner une énorme somme d'argent car il ne peut pas demander autant à sa famille. Il se souvient alors de sa deuxième raison d'acheter la viande, pour vérifier si l'absorption de son essence de vie la ferait gâter. Il jette un coup d'œil au paquet. Cela fait un moment, mais la viande semble parfaitement fraîche. Il sourit, ravi que l'absorption de l'essence ne gâche pas la viande. Alors qu'il continue d'absorber sa puissance, sa barre de progression pour le calmar atteint 3%. Sa concentration est brisée lorsque Shen Qing'an crie un avertissement. Il freine brusquement et s'arrête à quelques centimètres d'un couple sur la piste cyclable, et s'excuse. Il se reproche de ne pas avoir regardé où il allait, puis se demande pourquoi la voie est si encombrée. Shen Qing'an montre du doigt. Il voit une confrontation tendue. Un homme musclé aux cheveux roux tient une femme en otage sous la menace d'un couteau. Shen Qing'an reconnaît l'otage avec terreur, leur professeur, Shao Mei. L'homme crie des menaces à la foule. La zone est encerclée par des policiers qui tentent de désamorcer la situation à l'aide d'un mégaphone. Le capitaine de police retient un officier, Abing, lui disant de ne pas tirer imprudemment. Le capitaine explique que la cible est trop proche de l'otage et qu'il l'utilise comme bouclier, ce qui rend un tir propre impossible. L'officier suggère du gaz soporifique, mais le capitaine le rejette, craignant qu'il ne provoque le suspect avant qu'il ne puisse faire effet. Alors que la police hésite, Lin Zishan décide d'agir. Il ramasse discrètement un petit caillou sur le trottoir et le lance avec une vitesse et une précision incroyables. La pierre frappe l'arme de l'officier Abing, ce qui la fait mal fonctionner. La balle perdue touche la main du preneur d'otage, le forçant à crier et à laisser tomber son couteau, libérant le professeur Calmet. Saisissant l'occasion, le capitaine de police crie à son équipe d'intervenir. Les policiers se précipitent et arrêtent rapidement le suspect désarmé, tandis qu'une policière réconforte le professeur Cao Mei, terrifié mais indemne. Alors que la situation est maîtrisée, Lin Zishan remonte tranquillement sur son vélo. Shen Qing'an le regarde avec de grands yeux interrogateurs et lui demande s'il a jeté la pierre. Il la fait rapidement taire en disant qu'il devrait partir et en parler plus tard, et il s'éloigne à toute vitesse. Alors qu'ils sont sur le point de s'échapper, une voix leur ordonne de s'arrêter. Le capitaine de police appelle, demandant si Lin Zishan était celui qui avait jeté la pierre. Paniqué à l'idée d'être pris, Lin Zishan nie rapidement tout avec un sourire nerveux. Le capitaine les regarde s'éloigner à vélo, trouvant étrange que quelqu'un ne veuille pas admettre une bonne action. Il se dit à voix haute qu'il y a une récompense pour la bravoure. Le mot récompense attire instantanément l'attention de Lin Zishan. Ayant besoin d'argent, il freine brusquement, dérape,
s'arrête et se précipite vers le capitaine. Il revient timidement sur son déni, admettant qu'il a jeté la pierre et expliquant que l'argent est vraiment important pour lui. Le capitaine lui dit de venir au poste pour faire un rapport, promettant de l'aider à demander la récompense. Après avoir informé leur famille, Lin Zishan et Shen Xingan se préparent à se rendre au poste de police. Ils supposent que tout se passera bien, mais alors que la police conduit le suspect menotté, quelque chose tourne terriblement mal. Le visage du suspect commence à se tordre grotesquement. La police réalise avec horreur qu'il est un hérétique et qu'il se transforme en un rat aberrant géant sous leurs yeux. Le monstre brise ses menottes et se déchaîne, frappant les officiers avec ses griffes massives. Le capitaine de police prend sa radio, ordonnant à toutes les forces d'ouvrir le feu, mais de protéger les civils. Les officiers déchargent leurs armes, mais les balles n'ont aucun effet. Un rapport frénétique arrive, identifiant l'hérétique comme ayant fusionné avec des djinns de roi des rats et demandant des renforts immédiats. Réalisant le danger, Lin Zetian s'excuse, les attrape tous les deux et les éloigne en les exhortant à courir. Il est soulagé que le monstre ne les poursuive pas, mais c'est qu'ils doivent s'éloigner rapidement. Alors qu'il fuit, une nouvelle silhouette descend du ciel dans une aura violette. C'est une cyborg féminine portant une armure futuriste élégante. Elle porte un coup puissant au rat géant, le faisant chanceler en arrière. Survolant dans les airs, la cyborg, une femme aux cheveux courts et violet foncé, commence à charger un canon laser dans sa poitrine. Sur un ordre de tir, elle déclenche un énorme rayon d'énergie violette dévastateur qui engloutit le rat mutant. La créature rugit d'agonie alors qu'elle est complètement désintégrée, ne laissant que des restes calcinés. Lin Zishan regarde, stupéfait par l'incroyable puissance du cyborg. La menace disparue, le professeur Cao Mei et Shen Xingan poussent des soupirs de soulagement. Lin Zishan, cependant, est plus préoccupé par son vélo, notant avec soulagement que l'explosion ne l'a pas touché, ce qui aurait été une énorme perte financière. Alors que la tension retombe, il a une soudaine prise de conscience. Il regarde dans le panier du vélo et voit que la coûteuse viande de calmar fantôme a pourri, dégageant une odeur nauséabonde. Il comprend maintenant que sa théorie initiale était correcte. L'absorption de l'essence de vie fait pourrir la viande, mais il y a un délai. Tenant un tentacule mou, il réalise qu'il a besoin d'une excuse et décide de blâmer le combat et l'hérétique maintenant décédé. Mettant en scène un spectacle dramatique, il jette le tentacule gâté et accuse bruyamment l'hérétique et l'attaque du cyborg d'avoir fait rôtir la viande. Le professeur Cao Mei le réconforte, disant que l'important est qu'ils soient tous en sécurité. Bien qu'ils aient prévu de rentrer chez eux, à la demande du capitaine, ils finissent par monter avec l'équipe de sécurité jusqu'à la station. Ils ne s'attendaient pas à être transportés dans la même camionnette que les restes des hérétiques. Après l'explosion laser, il ne restait qu'un tas de chair brûlée sur un brancard, et l'odeur était intense. Alors qu'il est assis dans la camionnette nauséabonde, une autre pensée frappe Lin Zishan. Il se souvient que les crocs de bête de Bexu contenaient encore de l'essence de vie longtemps après la mort de la créature. Une nouvelle possibilité s'offre à lui. Pourrait-il y avoir aussi de l'essence de vie dans ce cadavre? Et si c'était le cas, pourrait-il dévorer lui-même le gène du roi rat du cadavre? Assis dans la camionnette de police, Lin Zishan se demande quelle quantité du gène du roi rat il peut dévorer sur le cadavre brûlé de l'hérétique. Décidant de le découvrir, il tend discrètement la main vers les restes. Au moment où il entre en contact, il ressent une puissante poussée d'énergie rouge. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du rat mutant géant, déverrouillant son guide avec une progression impressionnante de 5%. Il est choqué par la quantité qu'il a absorbée et réalise que la fraîcheur de la source est directement proportionnelle à la quantité d'essence de vie qu'il peut obtenir. L'officier d'escorte, Abing, remarque son mouvement et lui dit de rester tranquille. Lin Zishan prétend rapidement qu'il avait juste besoin de s'étirer. Plus tard, au bureau de la sécurité publique, il sait que s'il était facile de tromper Abing, le capitaine de la sécurité est plus vif. Le capitaine informe Lin Zishan qu'il a demandé sa récompense de bravoure, mais le questionne ensuite plus sérieusement. Il demande comment un collégien à une telle distance et dans un éclairage aussi faible a réussi à frapper si précisément la main du couteau de l'hérétique avec une pierre. Lin Zishan donne une réponse vague, affirmant que c'est parce qu'il entraîne souvent sa main droite. La réponse étrange laisse le capitaine sans voix. Leur conversation est interrompue lorsque Shen Qing'an crie que sa tante est là. Lin Zishan est surpris de voir ses parents se précipiter dans la station. Sa mère court vers lui paniquée, appelant son nom avec une expression terrifiée. Elle le serre dans ses bras, lui demandant s'il va bien et lui disant qu'il lui a fait une peur bleue. Il essaie de la calmer, la rassurant qu'il va bien et qu'il a même reçu une récompense de bravoure. Le serrant contre elle, sa mère lui fait promettre que la prochaine fois qu'il y aura un danger, il se cachera d'abord dans un endroit sûr. Elle lui dit les larmes aux yeux que tout ce qu'elle veut, c'est le voir grandir en sécurité. Lin Zishan est visiblement ému par l'inquiétude sincère de sa mère. Alors qu'ils partent, Lin Zishan rassure sa mère qu'il se protégera toujours d'abord. Le capitaine de police les regarde partir, se demandant encore les étranges capacités du garçon. En sortant, Lin Zishan croise deux policières qui discutent de l'affaire. L'une remarque que les pervers deviennent de plus en plus effrontés, et sa collègue révèle que l'hérétique était un étudiant en arts libéraux de l'université de Guangzhouan, victime d'un lavage de cerveau par le culte du dieu rat. La première policière maudit le culte,
mais la seconde souligne qu'ils doivent éliminer la cause profonde, le roi Ra autoproclamé. Le nom attire instantanément l'attention de l'Inzéquin. Dans la voiture qui le ramène à la maison, il commence immédiatement à faire des recherches sur le culte du dieu Ra sur son téléphone. Surpris de trouver une tonne d'informations, il apprend que la base principale du culte se trouve dans la ville de Shanghai et que la plupart de ses membres sont des marginaux de la société. Il découvre une information choquante suggérant que le roi Ra veut évoluer vers une forme de vie supérieure et force ses disciples à rassembler des matériaux d'évolution. Cela l'amène à une question glaçante. Le roi Ra, une bête aberrante, a-t-il déjà développé une conscience? Ses pensées sont interrompues lorsqu'il jette un coup d'œil par la fenêtre et voit un rat géant, presque de la taille d'un chat sur le trottoir. Pendant un instant, il se demande si c'est lié au roi Ra, mais il rejette rapidement l'idée, se disant que dans le sud, les rats de la taille d'un chat ne sont pas si inhabituels. Chassant cette pensée, il réalise à quel point Shen Qing'an a été silencieuse. Il regarde par-dessus et la voit se tortiller inconfortablement, les genoux serrés l'un contre l'autre. Il comprend immédiatement. Il se souvient que depuis qu'elle est enfant, chaque fois qu'elle devient nerveuse ou sursautée, elle ne peut pas contrôler sa vessie. Bien que ce soit embarrassant pour elle, Linzichan a toujours pensé que cette réaction particulière pourrait être liée à un potentiel caché en elle. Quand il rentre chez eux, la mère de Linzichan, Zhan Wangshan, est choquée de constater que les près de 3000 yens de viande de bête ont disparu. Linzichan trouve rapidement une excuse, affirmant timidement que pendant l'urgence, il a dû la laisser tomber en s'enfuyant. Sa mère fait immédiatement passer sa sécurité en premier, lui disant d'oublier la viande et que tout ce qui compte, c'est qu'il soit indemne. Linzichan pousse un soupir de soulagement intérieur, heureux d'avoir trompé sa mère. Cependant, son père, Lin Yansheng, est plus têtu. Il annonce qu'il va retourner chercher la viande chère, se vantant qu'un esclave salarié fané comme lui est coriace. Linzichan essaie de l'arrêter, arguant que c'est trop dangereux et que la viande est déjà gâtée. Son père devient suspicieux et lui demande comment il pouvait savoir qu'elle avait mal tourné. Transpirant nerveusement, Linzichan prétend rapidement que c'était une supposition évidente. Pendant ce temps, de retour au bureau de la sécurité publique maintenant vide, le capitaine de police se demande encore les étranges événements de la nuit. Alors qu'il fume une cigarette, il ne peut pas se débarrasser de la question de savoir comment un collégien ordinaire aurait pu lancer une pierre avec une puissance et une précision aussi incroyables. Soudain, il entend un bruit étrange venant du coin. Ses yeux s'écarquillent sous le choc lorsqu'il voit un rat massif, bien plus gros que n'importe quel rongeur normal, perché au sommet des classeurs. Avant qu'il ne puisse réagir, le rat géant saute. Le capitaine dégaine instantanément son pistolet et ouvre le feu. La confrontation est rapide et violente, se terminant dans un flot sanglant. Le lendemain en classe, Linzichan soupire à son bureau. Réfléchissant à la nuit précédente, il conclut qu'il est encore trop faible par rapport à la puissante hérétique et à la cyborg féminine. Il doit gagner de l'argent rapidement pour acheter plus de viande de bête comme le calmar fantôme pour remplir la barre de progression de son guide. Il envisage de devenir un influenceur ou de vendre du matériel d'études, mais il rejette l'idée comme étant trop voyante et contraire à son objectif de discrétion. Soudain, une idée le frappe. Il se souvient que dans ce monde, les arts martiaux et la fusion génique sont plus importants que les études. Il décide qu'il est temps d'agir. Plus tard, il se rend au gymnase où l'équipe d'arts martiaux s'entraîne dans le bâtiment C. Il trouve l'entraîneur Go en train de boire dans un thermos et le salue. Un entraîneur Go surpris lui demande s'il est là pour rejoindre l'équipe ou simplement pour en savoir plus sur elle. Au lieu de répondre, l'INSEE peut se pencher et demander discrètement si rejoindre l'équipe offre une chance de participer à des tournois urbains et si les prix sont élevés. L'entraîneur sourit, confirmant qu'il aurait une chance et que les prix valent des dizaines de milliers de dollars. Sa principale préoccupation étant résolue, Linzichan serre la main de l'entraîneur et annonce qu'il rejoint l'équipe d'arts martiaux aujourd'hui. L'entraîneur Go l'accueille avec plaisir. L'entraîneur rassemble l'équipe pour annoncer son nouveau membre. Il présente Linzichan, leur rappelant sa performance en tant que champion de la réunion sportive. Les autres membres de l'équipe, Zhang Kai, Wang Tianxin, Horak Singh, Li Chuton et Han Yigo se présentent. Finalement, Linzichan se présente. Comme Linzichan n'a pas d'entraînement formel en arts martiaux, l'entraîneur Go montre des techniques de base avec les poings et les jambes. L'entraîneur explique que les mouvements semblent simples, mais sont difficiles à maîtriser, notant que l'élève le plus rapide de l'équipe, Li Chuton, a mis une semaine pour les perfectionner. Il encourage ensuite Linzichan à essayer. Linzichan prend une position de départ. Grâce à son attribut céleste de racine de la sagesse, qui lui confère une perspicacité martiale venue du ciel, il a déjà mémorisé et compris chaque détail de la démonstration simplement en regardant. Alors qu'il s'exerce aux techniques de poing, une notification système lui attribue des points en vitalité, force, dextérité et compétence. Il exécute les mouvements de la main et du poing avec une précision et une vitesse parfaite. Il passe en douceur aux techniques de jambes en effectuant des coups de pied fluides et puissants. Une autre notification système lui accorde des points pour ses muscles des jambes, sa dextérité et sa compétence. L'entraîneur et l'équipe regardent dans un silence stupéfait. La mâchoire de l'entraîneur se décroche et il manque de faire tomber son thermos, incapable d'y croire. Il se demande comment quelqu'un pourrait apprendre parfaitement les formes complexes après un seul regard.
En regardant la performance impeccable, une seule pensée se forme dans son esprit. Il doit être un prodige des arts martiaux exceptionnels. Ce soir-là à Shanghai, la mère de Lin Zishan, Chine, l'appelle pour dîner. Il se précipite avec empressement, cuillère à la main, demandant ce qu'elle a préparé. Elle présente fièrement un grand plat de calmar fantôme qu'il voulait. L'arôme est incroyable, et il dit à sa mère à quel point ça sent bon. Elle l'encourage à manger pendant que c'est chaud. Il prend une bouchée et loue sa cuisine comme étant la meilleure du monde. Ravie, elle lui dit de manger beaucoup car elle a acheté 3 jeans complets pour lui. Pendant qu'il mange, une notification système apparaît. Il a dévoré une trace de l'essence de vie du calmar fantôme en le consommant, ce qui porte la progression de son guide à 3,01%. Il réalise avec frustration que manger la viande fonctionne tout aussi bien. S'il l'avait su, il n'aurait pas gâché le premier lot en le touchant. Pendant qu'il mange, un reportage attire leur attention. Il s'agit d'une fille prodige de 14 ans, la plus jeune cyborg de l'histoire après avoir fusionné avec un noyau énergétique. Son système énergétique lui confère des capacités surhumaines, soulevant un SUV de 5000 kg d'une seule main, sprintant sur 100 mètres en 3 secondes et sautant de 8 mètres à la verticale. En regardant cela, Lin Zishan réfléchit au débat dans son monde. Entre la fusion génétique du prodige de Kyoto et la cybernétique de cette fille, quel chemin est le plus fort? Ses pensées sont interrompues par un autre reportage. Il annonce que le capitaine de sécurité qu'ils ont rencontré, Hui Shinchan, a été tué dans son bureau. Les images de surveillance ont montré qu'il avait été attaqué et dévoré par un rat mutant géant qui s'était infiltré dans la station. Les médecins sont montrés en train de transporter son corps dans une ambulance. Lin Zishan est horrifié. Il se souvient du gros rat qu'il a vu la veille au soir et se demande s'il était lié à cela. Il imagine un rat géant qui se déchaîne dans la ville. La mort du capitaine est un sombre rappel de l'escalade du danger. Regardant intensément, Lin Zishan décide qu'il doit intensifier immédiatement son entraînement. Suite à la mort du capitaine de police, Lin Zishan se consacre à un programme d'entraînement éreintant. Après une pratique intense, il peut maintenant sprinter sur 100 mètres en un temps record de 4,61 secondes. Sa puissance physique a grimpé en flèche. Son saut vertical est de 5,3 mètres, et il peut soulever un poids stupéfiant de 1200 kg d'une seule main. En plus de son entraînement personnel, il poursuit sa pratique des arts martiaux avec l'équipe de l'école, dans l'espoir d'augmenter rapidement sa force pour le tournoi à venir. Le lendemain matin à l'école, il se dirige vers le gymnase pour s'entraîner avec une curieuse Sheng Xingang qui l'accompagne. En chemin, une jeune fille aux cheveux roses salue chaleureusement Lin Zishan et lui offre une bouteille de lait frais. Il refuse poliment, la remerciant, et passe avec Sheng Xingang, laissant la jeune fille déçue. Son coéquipier, Zhang Kai, regarde à distance. Il serre le poing de colère, amer que la personne qu'il a battue à la rencontre sportive refuse un cadeau de la fille qu'il admire. Incapable de contenir sa frustration, Zhang Kai se précipite et leur barre le chemin. Il confronte Lin Zishan, le réprimandant pour ses mauvaises manières et pour avoir blessé les sentiments de la jeune fille. Lorsque Lin Zishan explique calmement qu'il est allergique au lait, Zhang Kai refuse de le croire et le traite de menteur. Enragé, Zhang Kai pointe Lin Zishan du doigt et le met au défi de se battre. Il fixe les conditions. S'il perd, il ne dérangera plus jamais Lin Zishan. Mais si Lin Zishan perd, il doit boire toute la bouteille de lait. Au moment même où le défi est lancé, une nouvelle notification système apparaît. Une nouvelle mission de réussite a été déclenchée. Vaincre 1000 adversaires différents dans une compétition officielle pour la survie du trait biologique le plus apte. Un sourire narquois se répand sur le visage de Lin Zishan. C'est l'occasion qu'il attendait. Entouré d'une aura violette menaçante, il accepte le défi, les yeux brillants d'anticipation en acceptant le combat. Le mot du duel se répand rapidement dans l'école. 2 étudiants décident avec enthousiasme d'aller regarder le combat entre le junior populaire, Lin Zekin, et un senior. Au moment où ils sont prêts, le gymnase est rempli de spectateurs formant un grand cercle autour de la zone d'entraînement. La foule est clairement du côté de Lin Zishan. Beaucoup de ses fans féminines l'encouragent, lui disant de donner une leçon à son adversaire, y compris la fille aux cheveux roses d'avant qui prépare son téléphone. Zhang Kai ricane, agacé que tout le monde suppose qu'il va perdre. Il admet intérieurement que le talent de Lin Zishan s'est incroyablement développé au cours du mois dernier. Il voit ce duel comme sa dernière chance de remettre le génie en herbe à sa place et de montrer sa propre force. Contrairement à l'intensité de son adversaire, Lin Zishan semble impassible. Il déclare avec désinvolture qu'il doit rentrer dîner et demande si le combat peut être rapide. Prenant cela comme une insulte, Zhang Kai sourit et accepte d'exaucer son souhait. L'entraîneur Go s'interpose entre eux pour arbitrer. Il lève la main pour commencer, leur rappelant les règles. Cependant, avant le début du combat, Zhang Kai crie pour qu'ils attendent. Avec un sourire condescendant, il offre un handicap à Lin Zishan. Il souligne qu'il s'entraîne depuis près de 2 ans, tandis que Lin Zishan n'est qu'un novice depuis 1 mois. Pour être juste, il déclare qu'il laissera Lin Zishan faire les 3 premiers mouvements. Lin Zishan accepte simplement. Au moment où il accepte, Lin Zishan entre en action. Il réduit la distance en un éclair, prenant Zhang Kai par surprise. Avant que son adversaire ne puisse lever sa garde, Lin Zishan lance un seul coup de poing dévastateur. Le coup atteint sa cible avec une force brutale, envoyant du sang du nez de Zhang Kai.
Il est instantanément mis KO, s'effondrant inconscient sur le sol du gymnase. Tout le gymnase est stupéfait et silencieux. L'entraîneur Go est bouche bée, fixant avec incrédulité, criant que le combat était terminé en un seul coup de poing. Le reste de l'équipe d'arts martiaux et la foule sont tout aussi choqués, qualifiant le résultat de ridicule, incapables de comprendre que le duel était terminé en une seule seconde. Le silence est brisé par un rugissement de célébration. Shen Qing'an lève le poing en l'air, acclamant avec joie la victoire de Lin Zishan. Les autres filles, y compris celles aux cheveux roses, se joignent à elle, criant à quel point il était incroyable. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, Lin Zishan reçoit une notification du système. Il l'informe qu'en battant un rival et en gagnant l'affection du sexe opposé, il a obtenu des droits d'accouplement prioritaires. Plus important encore, sa nouvelle progression de mission est maintenant 2000. Il réfléchit au fait qu'il a encore un long chemin à parcourir pour déverrouiller l'attribut de sélection naturelle. Pour accélérer sa progression, il se tourne vers les membres terrifiés restants de l'équipe d'arts martiaux. Avec un sourire amical mais troublant, il suggère qu'ils devraient tous s'entraîner ensemble. Les membres de l'équipe le regardent, le visage pâle d'horreur. Immédiatement, ils commencent tous à trouver des excuses pathétiques. L'un a des cours du soir, la mère d'un autre attend pour le dîner, tandis que d'autres font semblant d'être malades. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, Zhang Kai se débat pour se mettre à genoux. Il refuse d'accepter sa défaite, accusant furieusement Lin Zishan d'une attaque sournoise et jurant de l'écraser lors d'un match revanche. L'entraîneur Go intervient, disant à Zhang Kai d'accepter sa défaite comme un homme. L'entraîneur se demande ensuite à voix haute si le coup de poing était juste un coup de chance, décidant de tester la théorie sur un autre membre de l'équipe nommé Shaolizi. En entendant son nom, un garçon aux cheveux hérissés se fiche de terreur. Bien qu'il prenne une position de combat, il est clairement terrifié, suppliant Lin Ziqin d'avoir pitié et de ne pas frapper son visage. 10 minutes plus tard, les résultats sont clairs. Plusieurs membres de l'équipe d'arts martiaux sont allongés inconscients sur le sol du gymnase. Lin Ziqin se tient au-dessus d'eux, notant qu'il s'est assuré de ne pas y aller trop fort et a juste échangé quelques coups. Cependant, quand il vérifie à nouveau son système, il est déçu. Mis à part la victoire initiale, aucun des autres combats n'a compté pour sa réussite. Le nombre de rivaux reste à 1000. Il réalise que l'entraînement amical ne suffit pas. Il doit vaincre ses rivaux lors d'une compétition officielle. Alors qu'il pense à cela, une main lui tape sur l'épaule. L'entraîneur Go sourit maniaquement, déclarant que Lin Zishan est un vrai génie. Il s'exclame quand un peu plus d'un mois, le nouveau venu est devenu là de l'équipe, rempli d'une nouvelle confiance. L'entraîneur proclame qu'avec Lin Ziqin en tête, leur école écrasera toutes les autres et remportera la première place au tournoi régional d'arts martiaux de cette année. Alors que l'entraîneur Go célèbre, Lin Ziqin a un moment de clarté. Il réalise que l'entraîneur a raison. Le tournoi à venir est l'occasion idéale d'affronter de nombreux adversaires officiels à la fois. Il devient déterminé, comprenant que tant qu'il les vaincra dans une compétition officielle, chaque victoire devrait compter pour sa progression. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un Zhang Kai vaincu l'appelle par son nom. Ayant repris conscience, Zhang Kai se lève, pointe Lin Zishan du doigt et accepte formellement sa défaite avec une déclaration de soumission bizarre et trop graphique. Ces étranges paroles laissent tout le monde, y compris Shen Qing'an, l'entraîneur Go et Lin Zishan complètement choqués et troublés. Le duel étant terminé, les spectateurs et l'entraîneur s'enfuient rapidement, laissant un Zhang Kai déconcerté seul, se plaignant de ne pas avoir terminé son discours. Dans ce monde, les lycéens doivent choisir entre les arts martiaux ou les études. Étant donné les dangers du monde, la classe d'arts martiaux est considérée comme le meilleur choix. Déterminé à ne pas être laissé pour compte, Shen Qing'an décide de rejoindre la classe d'arts martiaux et commence à s'entraîner rigoureusement avec Lin Zishan. Leur routine quotidienne est intense. Ils commencent par une course de 3000 mètres suivie d'une heure d'entraînement au combat au corps à corps. Après cela, ils font des redressements assis et des pompes pour développer leur force. Pour conclure chaque session, Lin Zishan donne à Shen Qing'an un massage pour soulager sa tension musculaire. Bien sûr, Lin Zishan ne se relâche pas sur son propre entraînement. Il se pousse quotidiennement à la limite, motivé par l'objectif de gagner le tournoi et de déverrouiller l'attribut de sélection naturelle le plus rapidement possible. Un mois plus tard, tout leur travail acharné est sur le point d'être testé. Le jour du tournoi régional d'arts martiaux est arrivé, et un Lin Zishan déterminé est prêt à participer. Le tournoi se déroule dans l'immense gymnase de la ville avec une foule énorme autour d'un ring de combat central. Dans la zone d'attente, l'ambiance est tendue. L'entraîneur Go examine nerveusement la liste, se plaignant que leur école, Shanghai High, ait tiré au sort un match contre l'équipe la plus forte, Shanghai numéro 1 High. Un autre membre de l'équipe ajoute à l'anxiété, mentionnant que leurs adversaires ont un combattant qui peut courir le 100 mètres en moins de 9 secondes, les laissant se sentir surpassés. Sentant le moral bas de l'équipe, Lin Zishan lève calmement la main et se porte volontaire pour se battre en premier. Bien qu'il soit toujours inquiet, l'entraîneur Go accepte de laisser son âme monter sur scène. Alors que Lin Zishan entre dans l'arène, Shen Qing'an l'encourage depuis la ligne de touche tandis que l'entraîneur Go crie des encouragements à travers un mégaphone. Lin Zishan se prépare pour le combat. Son adversaire, un étudiant beaucoup plus grand et plus musclé de Shanghai numéro 1 High, s'avance.
Il reconnaît le talent de Lin Zishan pour s'être rendu au tournoi en tant que première année. Cependant, son ton devient rapidement moqueur. Il ricane que la scène n'est pas faite pour un petit qui n'a même pas atteint 1,7 mètre. Fléchissant son biceps, il promet de montrer à Lin Zishan ce que ressent un véritable écart de taille et de puissance. L'arbitre signale le début du duel. Le grand adversaire se précipite en avant, lançant un coup de poing puissant. À son choc, Lin Zishan ne recule pas. Il esquive sans effort le coup et contre-attaque avec un coup de poing rapide à la poitrine de son adversaire. L'impact est dévastateur. La force envoie l'étudiant massif voler en arrière à travers l'arène, le mettant KO froid. L'annonceur regarde dans un silence stupéfait avant de bafouiller une victoire pour Lin Zishan. Sur la ligne de touche, Shen Xingan se lève d'un bond, acclamant que son Xiaoshan était incroyable. Le reste de l'équipe de Shanghai explose de joie, encerclant leur entraîneur et criant que Lin Zishan est fou, rejetant la force de son adversaire comme un muscle mort. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'entraîneur du lycée numéro 1 de Shanghai est furieux. Il réprimande son élève vaincu pour s'être précipité aveuglément sans utiliser son jeu de jambes. De retour sur le ring, Lin Zishan reçoit une notification système confirmant qu'il a vaincu un autre rival du tournoi, améliorant son classement et portant son nombre d'éliminations à 2000. Il serre le poing, satisfait que ces matchs soient ce dont il a besoin pour progresser. L'entraîneur adverse, déterminé à arrêter ça, appelle son prochain combattant, un garçon nommé Shen Feng, et lui ordonne d'écraser la première année le plus rapidement possible. Shen Feng accepte calmement. Il monte sur scène et prend une posture prête, paraissant bien plus calme que le dernier combattant. L'annonceur signale le début du deuxième duel. Shen Feng met immédiatement en valeur sa technique supérieure, se déplaçant avec une vitesse incroyable et lançant une rafale d'attaque. Lindsay Shen répond calmement à l'assaut, bloquant un coup de pied puissant d'une seule main. Cependant, la force de son bloc envoie Shen Feng tournoyer sauvagement dans les airs avant de s'écraser violemment sur le sol de l'arène, inconscient. Les médecins se précipitent avec une civière et emmènent Shen Feng, déclarant qu'il a besoin d'un scanner de la tête. La foule est laissée perplexe. Ils murmurent entre eux, se demandant ce qui vient de se passer et spéculant que l'élève de Shanghai doit être incroyablement chanceux. Certains spectateurs en colère crient que le tournoi doit être truqué, exigeant un remboursement. Cependant, l'entraîneur du lycée numéro 1 de Shanghai en sait plus. Se tenant la tête désespérément, il réalise avec une horreur naissante que ce n'est pas de la chance. La première année de Shanghai est du sérieux. De retour dans la zone d'attente, l'entraîneur a une nouvelle stratégie. Il appelle son prochain combattant, un garçon aux cheveux hérissés nommé Gao Fei, et lui donne des ordres stricts de se concentrer entièrement sur la défense, l'avertissant qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Gao Fei, cependant, déborde de confiance. Il dit calmement à son entraîneur de ne pas s'inquiéter, lui assurant qu'il gagnera. En marchant vers le ring, Gao Fei rejette intérieurement les victoires de Lin Zishan. Il croit que son adversaire n'est pas fort et n'a gagné que par des ruses. Avec sa vitesse supérieure, courant le 100 mètres en moins de 9 secondes, et sa plus grande expérience, il est certain qu'il ne peut pas perdre. La foule est en effervescence. Les spectateurs discutent de la réputation de Gao Fei, s'émerveillant de sa vitesse. Une personne mentionne que son père est un utilisateur de fusion génétique, expliquant ses capacités améliorées. Le consensus est que la course impressionnante de Lin Zishan est sur le point de se terminer, bien qu'il reconnaisse son grand potentiel. L'annonceur signale le début du duel. Ignorant les instructions de son entraîneur, Gao Fei passe immédiatement à l'offensive, se jetant sur Lin Zishan avec un coup de pied puissant. Il enchaîne avec des frappes rapides, libérant sa technique spéciale, le poing brisant le roc de l'eau qui coule. Son entraîneur regarde avec fureur, criant après son élève désobéissant pour avoir attaqué. Gao se moque de la défense, croyant qu'un génie comme lui n'en a pas besoin. Pendant ce temps, Lin Zishan, évitant facilement les coups, trouve la technique intéressante et décide de l'apprendre sur le champ. Gao Fei est de plus en plus frustré car il n'arrive pas à porter un seul coup. Il s'arrête à bout de souffle et exige de savoir comment Lin Zishan esquive ses attaques. Impassible, Lin Zishan demande calmement s'il a d'autres mouvements, le narguant. Enragé, Gao Fei lance une autre salve désespérée de coups de poing. Voyant les mêmes mouvements prévisibles, Lin Zishan décide que le temps de l'observation est terminé. Il pense, très bien alors. Finissons. Il esquive sans effort le coup de poing final et contre avec un seul coup de pied puissant au milieu du corps de Gao Fei, mettant fin au match instantanément. La foule est une fois de plus laissée dans un silence stupéfait et muet. Le silence est brisé par les acclamations tonitruantes des supporters de Shanghai. L'entraîneur Go et Shen Xingan sont ravis, criant que leur Xiaoshan est une bête et célébrant sa 3e victoire consécutive. Le reste du tournoi se déroule tout aussi facilement. Les prochains adversaires sont encore plus faibles. Il bat sans effort chacun d'eux, et bientôt il a éliminé à lui seul les 5 combattants de l'équipe adverse. Au cours des 2 jours suivants, l'histoire est à peu près la même. Il continue sa performance dominante, éliminant 2 autres écoles à lui seul. Grâce à son incroyable démonstration, il mène avec succès Shanghai à la victoire du championnat. Lui et son équipe posent fièrement avec leurs médailles et leurs trophées. Cependant, lorsqu'il vérifie son système, son nombre de rivaux n'est que de 16 000. Il réalise avec déception qu'à ce rythme,
Il faudra des années pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Malgré la lente progression de sa quête, il y a une lueur d'espoir. Il ne s'attendait pas à ce que l'entraîneur Go soit si généreux, mais il reçoit la majeure partie du prix du tournoi, soit 20 000 yuan. En combinant cela avec l'argent des compétitions académiques, il a maintenant environ 30 000 yuan. Cet argent ne dure pas longtemps. Il le dépense immédiatement au supermarché pour un approvisionnement massif de viande de calmar fantôme. Pendant les prochaines semaines, il dévore la viande coûteuse à chaque repas. Après avoir consommé 30 jeans, sa progression de déverrouillage du codex pour le calmar fantôme atteint 33%. Son entraînement intensif et sa consommation de viande de bête portent leurs fruits. Au cours de sa deuxième année de collège, il passe au niveau supérieur, passant du niveau 3 ordinaire au niveau 4. Ses capacités physiques atteignent de nouveaux sommets. Il peut maintenant soulever sans effort 1890 kg d'une seule main, sauter de 5,65 mètres à la verticale et sprinter sur 100 mètres en seulement 4,49 secondes. Le temps passe vite, et bientôt, lui et Shen Xingan obtiennent leur diplôme de la division du collège de Shanghai. Cependant, lorsque les résultats de l'examen d'entrée au lycée sont publiés, leur chemin semble destiné à diverger. Une Shen Xingan au cœur brisé est assise dans sa chambre en pleurant. Elle demande à Lin Zishan pourquoi. Après tous ses efforts, ils ne peuvent plus aller au même lycée. Il explique que bien qu'il se soit classé premier en arts libéraux et en arts martiaux, et que ses notes académiques soient excellentes, sa note en arts martiaux n'était pas assez élevée pour la classe d'élite de Shanghai High. Alors qu'il réconforte Shen Qing'an en pleurs, elle demande ce qui va se passer maintenant. Il lui dit que le principal de Shanghai vient chez lui, probablement pour le recruter, et lui demande si elle viendra. Se sentant désespérée, elle répond en larmes que cela n'a rien à voir avec elle car le principal ne vient évidemment que pour lui. Prenant sa main, Lin Zishan la tire vers le haut et la fait sortir de la pièce. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a un plan. Il révèle sa seule condition pour rester à Shanghai High. Shen Qing'an doit être sa camarade de classe. Comme promis, la directrice du lycée de Shanghai rend visite à Lin Zishan chez lui. Elle, sa mère et Shen Qing'an discutent de son avenir pendant plusieurs heures, la directrice exprimant à quel point elle souhaite qu'il reste dans son école. À la fin de la réunion, la directrice se lève pour partir. En guise d'offre finale, elle dit à Lin Zishan que s'il accepte de rester, elle exaucera toutes ses demandes. Saisissant l'occasion, Lin Zishan énonce sa seule condition. Shen Xingan doit être autorisé à continuer dans la même classe que lui. La directrice regarde la nerveuse Shen Xingan et confirme son nom. Sans hésitation, elle accepte. Avec un sourire, elle leur dit de se présenter ensemble au lycée de Shanghai pour la nouvelle année scolaire. Rempli de joie, Lin Zishan et Shen Xingan la remercient. Avec son avenir au lycée assuré, Lin Zishan participe à son dernier tournoi d'arts martiaux au collège. Comme prévu, sa puissance écrasante mène facilement son équipe à un autre championnat. Il décide d'utiliser l'argent du prix pour débloquer enfin le codex de calmar ombre fantôme. Il n'était qu'à 20% de l'objectif, et le nouvel argent du prix était suffisant pour remplir la barre de progression. Incertain de ce qui pourrait arriver, il se rend dans une forêt isolée à l'extérieur de Shanghai pour plus de sécurité. Décidant de ne pas perdre de temps, il commence à dévorer l'essence de vie du dernier morceau de chair de calmar. Une puissante énergie bleue l'entoure lorsqu'une notification du système confirme qu'il absorbe une grande quantité d'essence. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il ressent une dernière poussée de puissance, et la barre de progression du codex atteint 100%. Une nouvelle notification annonce qu'il a débloqué le codex de calmar ombre fantôme et obtenu un nouvel attribut biologique, la bénédiction de l'affinité liquide. La capacité améliore son affinité avec l'eau, lui permettant de se déplacer librement et même de disparaître dans les environnements aquatiques. Cependant, alors que la puissance se stabilise, il se tient dans la forêt tranquille en tenant les tentacules de calmar mou et sent que sa nouvelle capacité est un peu décevante. Se sentant toujours peu impressionné, Lin Zishan teste sa nouvelle capacité dans un étang voisin. Il constate que sa bénédiction de l'affinité liquide a quelques avantages. Il peut tremper pendant de longues périodes sans que sa peau ne se ride, et la natation est beaucoup plus facile avec une résistance à l'eau réduite. Cependant, il n'y a pas d'autres effets notables. Il s'assoit dans l'eau et se dit que, puisque le calmar ombre fantôme est une bête de bas niveau, il est normal que la capacité ne soit pas très puissante. Il décide que pour obtenir de meilleurs attributs, il devra soit économiser pour de la viande de bête de qualité supérieure, soit devenir assez fort pour chasser lui-même de puissantes bêtes mutantes sauvages. Le souvenir des terrifiants rats mutants géants renforce sa détermination, et il serre le poing, déterminé à devenir plus fort. À moins d'une semaine du début de l'école, la mère de Lin Zishan et la famille de Shen Xingan décident de partir en voyage. Pour mieux étudier sa nouvelle affinité liquide, Lin Zishan suggère d'aller à la plage. Alors qu'ils se tiennent dans l'océan, Shen Xingan frissonne et se plaint que l'eau de mer est froide. Lin Zishan, cependant, se sent parfaitement à l'aise. Il lui dit de s'y habituer progressivement, puis plonge dans l'eau, nageant à une vitesse incroyable. Alors qu'il bouge, son système le récompense avec des points de statistiques pour la natation et la plongée. Depuis le rivage, une Shen Xingan nerveuse l'appelle, lui demandant de lui apprendre à nager. Lin Zishan sort la tête de l'eau, se souvenant soudain que son ami d'enfance ne sait pas encore comment faire.
Il commence patiemment à lui enseigner les bases. Compte tenu de son talent athlétique moyen, il suppose qu'elle aura du mal. Cependant, Shen Qinggan lui prouve le contraire. Elle s'exclame avec enthousiasme que la natation est étonnamment facile et qu'elle l'a apprise tout de suite, plongeant sans effort. Elle nage avec grâce et fait surface avec un regard choqué, surprise de pouvoir plonger sans aucune instruction. Linzéquin regarde avec choc une étrange aura bleue d'eau qui semble émaner d'elle. Après avoir fait surface, elle lui dit avec enthousiasme à quel point elle se sent bien. Elle note que bien qu'ouvrir les yeux sous l'eau pique généralement, elle ne ressent aucun inconfort. En fait, elle trouve ça cool et agréable. Ces paroles laissent Lindsay Chen plonger dans ses pensées. Il la regarde s'éloigner à la nage, trouvant la situation inhabituelle. Il se dit que même avec un talent naturel pour l'eau, il est impossible qu'elle ait maîtrisé toutes les compétences si instantanément. Son apprentissage rapide n'est tout simplement pas normal. Soudain, une réalisation l'éclaire. Il se souvient de son problème d'énurésie nocturne lorsqu'elle est nerveuse. Il se demande si cette faiblesse n'est pas en réalité le signe d'une puissante affinité innée avec l'eau avec laquelle elle est née. L'idée l'enthousiasme. Il est convaincu qu'elle possède peut-être une sorte de corps de cultivation spécial, comme un personnage des romans Xianxia de ses parents. Pour tester sa théorie, il continue à plonger. Sa performance le choque encore plus alors qu'ils explorent le monde sous-marin. Il note qu'ils retiennent leur souffle depuis plus de 10 minutes, un exploit incroyable pour une débutante comme Shen Qinggan. Alors qu'il nage, l'expression de Shen Qinggan change soudainement. Un étrange son tourbillonnant commence à vibrer à travers l'eau autour d'elle. Les deux regardent en haut pour essayer de trouver la source. Ils font surface brusquement, et Shen Qinggan crie alors que l'eau bleue scintillante tourbillonne autour d'elle. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se promènent le long de la plage, Linzéquin demande ce qui s'est passé. Frissonnante, elle explique que sous l'eau, elle n'arrêtait pas d'entendre des sons étranges et effrayants juste à côté de son oreille. Il la réconforte et lui demande quel genre de son. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas comprendre la langue, mais que c'était une voix féminine qui résonnait sans arrêt jusqu'à ce qu'elle fasse surface. Pour aider une Shen Qinggan effrayée à se calmer, Linzichan la ramène à leur chambre d'hôtel. Plus tard, il cherche en ligne des informations sur l'étrange voix féminine, mais ne trouve aucun résultat. Inquiet et incapable de dormir, il utilise son énergie agitée pour s'entraîner. Alors qu'il effectue 1000 redressements assis lestés, il ressent une soudaine poussée de puissance. Une notification du système annonce que son dur labeur a porté ses fruits. Il est passé au niveau 5 ordinaire. Surpris mais ravi, il considère sa nouvelle force. Il réalise qu'au niveau 5, il est assez puissant pour rivaliser avec un rat mutant géant adulte. Une lueur déterminée apparaît dans ses yeux alors qu'il serre le poing, confiant que déchiqueter la bête à main nue n'est plus impossible. Désireux de tester ses nouvelles limites, il se rend sur la plage vide la nuit. L'augmentation des statistiques est immense. Son temps au 100 mètres a chuté à seulement 3,64 secondes, et son saut vertical est passé à un incroyable 6,98 mètres. Pour tester sa force, il trouve une voiture à proximité et découvre qu'il peut maintenant soulever le véhicule de 1600 kg d'une seule main. Avec ces nouveaux progrès, sa vie avance. Les vacances se terminent, et lui et Shen Qinggan commencent le lycée à Shanghai. Le premier jour, ils arrivent tôt pour leur tâche de classe. Deux nouvelles camarades de classe le reconnaissent immédiatement, chuchotant avec enthousiasme à quel point il est beau et à quel point elles ont de la chance d'être de service avec lui. Alors qu'il est surpris que ses camarades de classe le connaissent, quelque chose d'encore plus inattendu se produit. Le simple fait d'accomplir une tâche de classe déclenche une nouvelle quête système. La réalisation nécessite d'effectuer 1000 tâches coopératives pour un nouvel attribut biologique, animal social. Alors qu'il nettoie la salle de classe avec Shen Qinggan, il se demande ce que fera ce nouvel attribut. Comme l'année scolaire vient de commencer, il profite de l'occasion pour visiter le supermarché Mammoth après l'école. Maintenant qu'il a débloqué le codex des calmars de l'ombre fantôme, il sait qu'il est temps de choisir une nouvelle cible pour sa capacité. Alors qu'il parcourt la section de viande de bête coûteuse, ses yeux se fixent sur un nouvel article. Dans l'un des réfrigérateurs se trouve la tête emballée d'un aigle géant sauvage au prix de 19,98 yuan par jean. Un sourire impatient se répand sur son visage alors qu'il ramasse le paquet, prenant sa décision. Ce sera sa prochaine cible. L'aigle géant sauvage est une bête anormale de niveau supérieur au calmar de l'ombre fantôme. Il a une vision incroyablement puissante, 30 fois plus forte que celle d'un humain normal, ce qui en fait un formidable chasseur capable de capturer avec précision même les proies les plus rapides. De retour dans sa chambre, Linzéquin examine la viande d'aigle. Il conclut que déverrouiller son guide est un objectif louable car sa vision améliorée lui offrirait un avantage de combat considérable. Il note également que son prix de 1998 yuan par jean en fait l'une des options les plus abordables. Il place sa main sur la viande, et une énergie bleue l'entoure alors que son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale de l'aigle géant sauvage, déverrouillant 1% de son guide. Après quelques calculs, il se rend compte que puisqu'un jean de viande ne fournit que 1% de progression, il devra dépenser plus de 200 000 yuan pour déverrouiller complètement le guide. Il comprend que les prix des tournois du secondaire sont beaucoup plus élevés qu'au collège.
Avec une détermination renouvelée, il décide qu'il doit travailler plus dur dans les compétitions pour gagner l'argent nécessaire pour déverrouiller le codex des aigles géants sauvages avant sa 2e année. Avec la fin des vacances d'été, la vie de Lindsay Shen au lycée à Shanghai commence. Le premier jour, les enseignants se présentent, l'enseignant d'arts martiaux et de classe, l'enseignant de modification mécanique, l'enseignant de fusion génétique et l'enseignant de survie en milieu sauvage. Après leur présentation, ils demandent aux élèves de se présenter. Plusieurs élèves passent en premier. Une fille aux longs cheveux violets, Shui Yutong, dit que sa spécialité est dans les arts. Elle est suivie d'une fille énergique aux cheveux roses, Zhongji Jia, qui partage son amour pour l'anime, le cosplay et les sports. Ensuite, un garçon nommé Peng Yuaguang dit qu'il aime jouer à des jeux vidéo à la maison. Bientôt, c'est au tour de Shen Qing'an. Être le centre d'attention la rend extrêmement nerveuse. Avec un visage rougissant, elle parvient à dire que son nom est Shen Qing'an, qu'elle aime dessiner et demande à tout le monde leurs conseils futurs. Enfin, c'est au tour de Lindsay Ken. Son introduction est la plus courte et la plus directe. Il se lève simplement et déclare son nom en demandant le soutien de tous. Après les présentations, le temps passe vite. Une nouvelle camarade de classe aux cheveux bruns approche Shen Qing'an, qui a l'air surprise. La fille demande à Shen Qing'an son score à l'examen d'entrée. Shen Qing'an répond nerveusement qu'elle a obtenu 709 points, puis demande à la nouvelle fille, Churui, son score. Churui est impressionné, s'exclamant que le score de Shen Qing'an est supérieur de plus de 10 points à son propre 698. Churui pose ensuite des questions sur la partie de conditions physiques, admettant qu'elle n'a obtenu que 95 points sur 100. Cette question met Shen Qing'an extrêmement mal à l'aise. Elle balbutie que son score n'était pas aussi bon, paniquant intérieurement parce que son score de 79 était si bas qu'elle n'a presque pas réussi à entrer dans la classe d'élite et se sent trop gênée pour le dire à voix haute. Ne comprenant pas l'allusion, la persistante Churui continue de deviner si Shen Qing'an a obtenu 94 ou 93. Shen Qing'an, baissant les yeux de honte, lui dit doucement que c'était encore plus bas. Churui continue de deviner les scores dans le bas des années 90, rendant Shen Qing'an encore plus troublé. Soudain, une main claque sur le bureau entre elles, surprenant Churui. C'est Lindsay Shen. Il se penche doucement et demande à la fille troublée s'il peut l'ajouter sur Ocha. Surprise et ravie qu'un beau garçon lui accorde de l'attention, elle accepte avec empressement. De son siège, Shen Qing'an pousse un soupir de soulagement, reconnaissante que Lindsay Shen l'ait sauvé de la conversation maladroite. Lindsay Shen se tourne ensuite vers un autre camarade de classe, Eiyu, et lui demande également d'échanger des informations de contact. Après les avoir ajoutées, il crée un groupe de discussion de 4 personnes. Une notification système confirme immédiatement qu'il a créé avec succès un groupe, accomplissant une autre tâche coopérative. Ses progrès pour la réalisation de l'animal social sont maintenant de 2 sur 1000. Il pense que cette quête est étonnamment facile. Après avoir créé le groupe de discussion, les 4 nouveaux amis commencent à faire connaissance. Eiyu révèle qu'il vient de la ville voisine de Nanyuan et qu'il est issu d'une prestigieuse famille d'arts martiaux qui dirige un dojo. Il mentionne même fièrement avoir terminé 8e au concours d'arts martiaux pour jeunes de la ville de Nanyuan. Churui partage que sa famille possède une chaîne de magasins de vêtements, ce qui la rend riche. Après que Lindsay Shen et Shen Qing'an aient également partagé leurs antécédents, les 4 deviennent rapidement un groupe soudé. Au moment où ils se mettent à l'aise, Eiyu demande aux autres de deviner qui est l'élève le plus fort de leur classe. Churui pointe immédiatement vers Lindsay Shen, devinant que ce doit être lui car il a été le meilleur marqueur à l'examen d'entrée pour tout leur district. Cela choque Eiyu, qui n'avait aucune idée que son nouvel ami était si accompli. Cependant, Lindsay Shen suggère humblement qu'être le meilleur marqueur ne fait pas nécessairement de quelqu'un le plus fort. Il révèle un fait surprenant. Le directeur avait dépensé beaucoup d'argent pour recruter 2 élèves exceptionnellement puissants de la ville de Nanyuan pour leur classe. Eiyu désigne ensuite les 2 élèves. Le premier est un garçon aux cheveux blonds, Wang Xuoji, le 3e élève classé dans la ville de Nanyuan qui peut courir le 100 mètres en 7,98 secondes. Le second est un grand garçon musclé, Lu Gang, qui a une immense force naturelle et peut facilement soulever une barre de 300 kg d'une seule main. Shen Qing'an et Churui sont tous deux visiblement impressionnés et intimidés. Lindsay Shen, d'autre part, reste complètement calme. Intérieurement, il se moque de leur réalisation, sachant qu'il avait dépassé ses chiffres au primaire. Bientôt, la cloche sonne à nouveau, et le prochain cours est pour la distribution des manuels scolaires. Il y a 4 matières principales pour le semestre: les arts martiaux, la fusion génétique, la modification mécanique et la survie en milieu sauvage. Comme Lindsay Shen avait déjà étudié tout le matériel par lui-même, il décide d'utiliser le temps libre pour trouver un endroit isolé pour s'entraîner. Pendant qu'il s'entraîne, ses pensées se tournent vers les menaces plus importantes. Il se souvient que le dangereux culte du dieu Ra est toujours actif. La police n'a capturé que des hérétiques de bas niveau, mais le puissant roi Ra, leur chef, est toujours en liberté. Cette sombre réalité alimente sa détermination. Il serre le poing, résolu à augmenter sa puissance le plus rapidement possible et à atteindre au moins le niveau 6, un niveau qu'il croit assez fort pour affronter même le roi Ra. Le premier cours pratique est la survie en milieu sauvage. Le professeur, Shi Shanbei,
rassemble les élèves dans une zone boisée et demande si quelqu'un sait comment faire du feu en perçant du bois. Yu marmonne que c'est une compétence inutile. À la surprise générale, Wang Shuji et Lu Gong s'avancent et réussissent à allumer des feux en utilisant la méthode primitive. Le professeur est impressionné et demande comment ils ont appris. Lu Gong explique qu'il a appris dans un camp d'été, tandis que Wang Shuji dit qu'il a appris tout seul en regardant des vidéos en ligne. Une fois qu'ils ont terminé, Lin Zishan enseigne facilement la même technique à son petit groupe, et il la maîtrise rapidement. Plus tard, en cours d'arts martiaux, le professeur, Yao Yuanfeng, annonce qu'il va leur enseigner une technique spéciale de respiration et de cultivation. Une fois de plus, Wang Shuji et Lu Gong déclarent haut et fort qu'ils l'ont déjà apprise, se vantant devant la classe. Bien que leur démonstration soit un peu maladroite, ils réussissent. Lin Zishan, qui connaît déjà ses compétences, décide de rester discret. Ainsi, plus d'un mois passe sans incident. Un jour, en cours de modification mécanique, le professeur, Cai Yuanfei, annonce un test pour vérifier leur progrès. Pour les motiver, il révèle des prix en espèces pour les 3 premiers, 888 yuan pour le premier, 666 pour le deuxième et 333 pour le troisième. Les yeux de Lin Zishan s'illuminent lorsqu'il entend parler de l'argent du prix, réalisant que la récompense de la première place est presque suffisante pour acheter un demi-jean de viande d'aigle géant sauvage coûteuse. Tout le monde étant motivé, la classe commence l'examen. Par coïncidence, le professeur de fusion génétique, Liu Durin, a la même idée et organise également un examen surprise avec la même structure de prix. Après les 2 examens difficiles, les élèves sont épuisés. Yu s'effondre sur son bureau en gémissant. Les autres élèves se plaignent de la difficulté des questions. Une fille déplore qu'elle espérait un 90, mais qu'elle aurait de la chance d'obtenir une note de passage de 60. Alors que tout le monde se plaint, Wang Shuji et Lu Gong commencent à se vanter nonchalamment. Lu Gong demande à Wang Shuji comment il s'en est sorti. Wang Shuji répond avec assurance qu'il devrait obtenir un 95 car il n'a eu des difficultés qu'avec la dernière partie de la question finale. Lu Gong acquiesce nonchalamment, déclarant qu'il est dans le même bateau et qu'il s'attend également à un 95. En écoutant leur échange arrogant, Yu les regarde avec colère, serrant les poings de rage et pensant à quel point il a envie de leur donner un coup de poing. Le professeur annonce les résultats du test d'augmentation mécanique. Il lit les scores, révélant que Go Yunling a obtenu 52 points, tandis que Shen Qing'an a réussi avec 61. Shen Qing'an dit avec enthousiasme à Lin Zishan qu'elle a réussi, et il la félicite pour son travail acharné. Le professeur continue, annonçant que Yu a obtenu un score impressionnant de 88 points. Ses amis le félicitent, et il répond humblement qu'il a juste eu de la chance, promettant de leur offrir un repas avec son prix de 3e place de 333 yuan. Ensuite, le professeur confirme que Lu Gong et Wang Shuji ont tous deux obtenu 95, comme il l'avait prédit, les complimentant pour n'être qu'à une question d'un score parfait. Wang Shuji affirme avec assurance qu'avec 10 minutes de plus, il aurait pu résoudre le problème final, et Lu Gong est d'accord. En les écoutant se vanter, Yu est frustré, mais se console en se disant que la 3e place est toujours à lui. Cependant, le professeur révèle alors un résultat choquant. Malgré la difficulté du test, un élève a obtenu un score parfait, Lin Zishan, avec 100 points. Wang Shuji et Lu Gong sont stupéfaits, criant que le résultat est absurde. Le reste de la classe éclate en applaudissements. Même un Yu vaincu se joint à la fête, reconnaissant que Lin Zishan est à un autre niveau. Shen Qing'an et Chu Rui célèbrent sa victoire en tant que gloire de Shanghai. Ignorant les éloges, Lin Zishan se concentre sur le prix. Il lève la main et demande au professeur Cai quand le prix de la première place de 88 sera distribué. Le professeur promet de l'envoyer plus tard, trouvant intérieurement étrange l'intense concentration de Lin Zishan sur l'argent. 1 heure plus tard, les résultats de l'examen de fusion génétique sont annoncés. Le professeur, Cai Yuanfei, lit les scores. Cette fois, le duo de Nanyuan n'a pas aussi bien performé. Lu Gong a obtenu 81 et Wang Shuji, 83. Bien que ce soit toujours de bons scores, ils sont clairement déçus. En revanche, Shen Qing'an obtient un excellent 78, la plaçant dans le top 5, et elle fête ça avec Chu Rui. Au choc de ses camarades de classe, Lin Zishan obtient une fois de plus un score parfait, remportant sans effort un autre prix. Cette deuxième victoire écrasante porte un coup dur à la confiance de Yu, Wang Shuji et Lu Gong, qui sont démoralisés. Incapables d'accepter leur défaite, Wang Shuji et Lu Gong se demandent comment quiconque pourrait obtenir la note maximale à un test aussi difficile, suggérant ouvertement que Lin Zishan devait connaître les réponses à l'avance. Le professeur, Cai Yuanfei, met immédiatement fin à leur accusation, déclarant fermement que c'est impossible. Il explique qu'il a personnellement conçu chaque question, et les réponses ne sont pas disponibles en ligne, ce qui rend la triche impossible. Les deux sont laissés sans voix. Leurs camarades de classe ne sont pas aussi gentils. Et Chu Rui rit, se moquant de Wang Shuji et Lu Gong pour être de mauvais perdants. Yu les qualifie de honte pour la ville de Nanyuan, et Chu Rui ajoute que les personnes incultes et laides causent toujours le plus de problèmes. Après le déjeuner, l'examen pratique de survie en milieu sauvage commence. Le professeur, Shisheng Bei, explique que les récompenses sont les mêmes avec des prix en espèces pour les 3 premiers.
L'examen comporte 3 parties, l'escalade, la natation et l'allumage du feu par friction. Ayant été battu aux tests académiques, Wang Xuaji dit à Lu Gong qu'ils doivent se racheter aux examens pratiques. Lu Gong est d'accord et tous deux regardent Lin Zishan avec colère, jurant de l'écraser et d'effacer leur honte. L'examen commence par l'escalade, où la vitesse détermine le gagnant. Comme prévu, les capacités physiques supérieures de Lin Zishan lui permettent de dominer facilement. Il escalade la paroi rocheuse avec une vitesse incroyable, laissant le duo de Nanyuan loin derrière pour assurer la première place. L'épreuve d'escalade d'arbre se termine de la même manière. Lin Zishan prend de nouveau la première place, tandis qu'un Wang Xuoji vaincu se plaint de ne même pas pouvoir voir son ombre. Alors que Lin Zishan excelle, il note que sa véritable préoccupation est pour Shen Qinggan. Comme il s'y attendait, elle a du mal à grimper et termine dernière. Cependant, il n'est pas inquiet, sachant que son véritable talent est dans l'eau et confiant qu'elle retrouvera sa confiance pendant le segment de natation. Vient ensuite le segment d'allumage du feu. Les yeux rivés sur l'argent du prix, Lin Zishan sait qu'il doit continuer à écraser le duo de Nanyuan. Il commence la tâche avec une concentration et une rapidité intense, réussissant à créer un incendie en seulement 58 secondes. Wang Xuji et Lu Gong regardent avec une incrédulité totale, se demandant comment il peut être si rapide à tout, déconcerté par sa vitesse de main folle. La dernière partie de l'examen de survie en milieu sauvage était la natation. Cette fois, c'était au tour de Shen Qinggan de briller. Tirant parti de son affinité naturelle pour l'eau, elle a nagé avec une vitesse incroyable, écrasant facilement le duo de Nanyuan et portant un autre coup dur à leur confiance brisée. Wang Xuji était incrédule, incapable de comprendre comment Shen Qinggan pouvait soudainement faire preuve d'une puissance aussi explosive dans l'eau, concluant qu'il devait avoir des hallucinations. Après l'examen, Wang Xuji et Lu Gong, vaincus, restèrent silencieux pendant longtemps. Cependant, leur silence ne dura que le temps du déjeuner. L'après-midi, l'examen final d'arts martiaux commença. Le professeur, Yao Yuanfeng, annonça qu'il était temps de tester leur progrès avec une compétition de combat. Les 3 premiers recevraient des prix motivant la classe. Pour Wang Xuoji et Lu Gong, cela raviva leur espoir. Remplis de détermination, ils résolurent de reconquérir leur fierté. Ils pensèrent que c'était un cours d'arts martiaux, où la condition physique et la technique de combat importaient vraiment. Ils croyaient que si Lin Zishan était faible en arts martiaux, ses autres scores n'avaient aucun sens. Avant le combat, le professeur fit faire à tout le monde un test physique comme échauffement, mesurant leur sprint de 100 mètres, leur développé couché à une main et leur saut vertical. Lin Zishan, se retenant pour ne pas être trop voyant, donna quand même une performance incroyable. Il courut le 100 mètres en 7,78 et souleva un développé couché de 330 kg avec une main. Son saut vertical était de 2,18 mètres, et il prit facilement la première place dans les 3 épreuves, en veillant à ne battre que légèrement le duo de Nanyuan. Ils furent une fois de plus complètement choqués. Wang Xuaji ne comprenait pas comment Lin Zishan pouvait être plus rapide, tandis que Lu Gong était déconcerté par la façon dont quelqu'un qui n'avait pas l'air musclé pouvait être si fort. Essayant de se ressaisir, Wang Xuaji rappela à Lu Gong que l'échec au test physique ne signifiait pas qu'il perdrait au combat, car le combat réel nécessitait également de la technique. Ils se convainquirent que leur technique supérieure leur donnait une chance. Après le test, tout le monde se dirigea vers la zone de duel pour les combats d'entraînement. Désireux de terminer sa réalisation de la survie du plus fort, Lin Zishan entra en premier sur le ring. Cependant, après sa démonstration écrasante, personne n'osa le défier. Même Wang Xuji et Lu Gong se retinrent pour observer d'abord. Voyant l'impasse, le professeur intervint. Il appela un étudiant nommé Lu Wei et lui ordonna de se battre avec Lin Zishan. Les deux se firent face, mais le match était terminé avant même qu'il ne commence. Pour gagner du temps, Lin Zishan y mit fin instantanément avec un seul coup de poing dévastateur qui envoya Lu Wei voler. Il traversa ensuite le reste de ses adversaires à toute vitesse, terrassant chaque étudiant de la classe avec la même efficacité brutale. En voyant cela, Wang Xuji et Lu Gong sont laissés dans un désespoir total. Wang Xuji réalise avec horreur que Lin Zishan est bien plus fort qu'il ne l'imaginait et qu'il ne se donnait probablement pas à fond pendant le test physique. Il se demande comment quiconque pourrait rivaliser avec un tel monstre. Juste au moment où leurs esprits sont brisés, Yu saute soudainement sur le ring, criant le nom de Liu Gang. Il pointe Liu Gang du doigt, déclarant qu'il s'est échauffé et qu'il est à son apogée et le défie à un combat. Désireux d'évacuer sa frustration, Liu Gang accepte volontiers. Il se dit que même s'il n'est pas confiant contre Lin Zishan, il peut certainement vaincre Yu et jure de l'aplatir en 30 secondes. Avec un cri de guerre, Yu se précipite en avant, et les deux s'affrontent dans un échange rapide de coups. Cependant, le combat est décidé par l'écart évident de leur puissance. Liu Gang attrape facilement le coup de pied de Yu, utilise sa force supérieure pour le faire pivoter et le jette hors du ring. Yu s'écrase violemment, vaincu et vomissant. Debout victorieusement, Liu Gang regarde son camarade de classe vaincu. Il offre un compliment indirect, reconnaissant que la technique physique de Yu est la meilleure de leur classe, mais conclut avec suffisance qu'il est toujours meilleur. Après sa victoire, Liu Gang se tourne pour voir Lin Zishan s'approcher. Lin Zishan lance calmement un défi pour qu'ils se battent. Intérieurement, il voit cela comme une occasion idéale de progresser dans sa quête de succès.
Enthousiasmé par sa victoire et débordant de confiance, Liu Gang sourit et accepte, déclarant qu'il n'a pas peur. Liu Gang passe immédiatement à l'offensive avec un coup de poing puissant. Cependant, l'écart dans leur capacité est évident. Lin Zishan se déplace avec une vitesse fulgurante, évitant sans effort l'attaque et laissant des images rémanentes. Avant que Liu Gang ne puisse enregistrer ce qui s'est passé, Lin Zishan rencontre avec un coup de pied rapide. Le coup puissant touche carrément le dos de Liu Gang, et il est envoyé voler hors du ring, vaincu d'un seul coup. Avec les deux membres du duo Nanyuan complètement vaincus, les autres étudiants commencent à se moquer du dernier debout. Ils crient à Wang Xuoji, lui demandant s'il va venger son frère tombé et lui disant que la fierté de Nanyuan repose désormais entièrement sur ses épaules. Il raille, lui disant de ne pas se dégonfler. Agacé, Wang Xuoji claque sur la foule pour qu'elle se taise, affirmant qu'il prévoyait déjà de se battre. Il se précipite sur le ring pour affronter Lin Zishan. Alors qu'il se tient devant son adversaire incroyablement puissant, il vole sa résolution, se disant que ce qui doit arriver arrivera, et qu'il doit trouver un moyen de le vaincre.